Bonjour à tous, Laurent Rousseau, coach, conférencier et fondateur de leaderzen.com. Aujourd'hui, c'est un honneur pour nous, pour vous, puisque j'ai l'honneur d'accueillir Caroline Cozzi, fondatrice de la gouvernance au féminin. Merci d'accepter cette interview. Merci beaucoup pour l'invitation, Laurent, c'est un plaisir. Alors, Caroline, je voudrais que tu nous dises, parce que tu es une femme qui est dans la réussite, dans le succès, on peut le dire, tu vas nous expliquer un peu ce que tu fais, mais qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, alors que finalement tout va bien pour toi, tu décides de créer ce mouvement, la gouvernance au féminin? Alors Laurent, en quelques mots, il y a 6 ans maintenant, ou presque 6 ans, j'ai suivi un cours en gouvernance qui m'a beaucoup aidée dans ma réflexion quant à ce que je voulais faire à part mon emploi. Je suis directrice générale d'une firme d'expertise médicale, mais j'ai toujours aspiré à siéger sur des conseils d'administration, faire une différence au sein d'autres entreprises. Alors je siège sur des CA d'organismes à but non lucratif depuis de très nombreuses années, plus d'une décennie, mais j'aspire vraiment à des CA de sociétés cotées en bourse ou d'entreprises d'envergure. Et finalement, à ce moment-là, après avoir suivi mon cours, j'ai réalisé que le chemin qui mène une femme surtout vers la salle du conseil est extrêmement ardu. Et je ne trouvais aucun moyen d'obtenir de l'information, de l'inspiration, du soutien pour m'aider dans ce cheminement-là. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc de créer la gouvernance au féminin pour encourager les femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière, parce que ça c'est indispensable si on aspire à siéger sur un conseil d'administration. Il faut absolument faire avancer sa carrière à des postes exécutifs et donc ultimement siéger sur des CA. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres aujourd'hui, peut-être au Canada par exemple? C'est-à-dire, si on prend les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse, quel est le pourcentage entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes? Écoute Laurent, c'est une autre des raisons pour lesquelles j'ai fondé la gouvernance au féminin, ce sont les statistiques alarmantes. Alors aujourd'hui, en 2015 au Canada, on parle de 15,9% de femmes sur les conseils d'administration des sociétés, de ce qu'on appelle le FP500, les sociétés cotées en bourse, les plus importantes sociétés du Canada. On parle de 5% de femmes PDG. Au Canada, il n'y a pas de système de quotas qui est mis en place. Il y a en revanche un système qui s'appelle se conformer ou s'expliquer, qui a été mis en place ici au Québec depuis le 1er janvier 2015 et qui prévoit que les sociétés cotées en bourse vont mettre en place des mécanismes pour encourager à avoir plus de femmes sur les comités exécutifs, plus de femmes sur les conseils d'administration. Donc les entreprises doivent divulguer l'information relative à ce qu'ils ont mis en place comme politique pour avoir plus de femmes, donc que ce soit la rotation pour avoir donc plus de rotation au sein du conseil et d'autres méthodes de recrutement pour avoir plus de femmes dans les organes décisionnels. Mais c'est vraiment une réglementation qui est... il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de conséquences pour les entreprises qui ne le font pas. Alors si je compare à la France, par exemple, qui a mis en place une loi de quotas qui est connue sous le nom de la loi Copé-Zimmermann, cette loi prévoyait 20% de femmes pour 2014 et 40% de femmes pour 2017. Alors la France est à plus de 30% de femmes sur les conseils. Alors le Canada est encore très loin derrière et les États-Unis c'est pareil, très loin derrière. Si on réfléchit en termes d'opportunités et de défis, c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses pour nos auditrices, parce qu'avec leaderzen.com quelque part on aspire à ce que ce soit des hommes ou des femmes qui deviennent plus performants dans leur domaine. Quels sont les défis en l'occurrence de ces femmes? Et à la limite pour les hommes, qu'est-ce que ça leur apporte d'avoir plus de femmes dans un conseil d'administration? Alors il y a un certain nombre de défis évidemment pour les femmes qu'on connaît de très longue date, c'est que d'une part, comme les hommes sont encore ceux qui sont au pouvoir, eh bien, ils ont tendance à faire appel à des gens qui leur ressemblent, d'autres hommes, même nationalité, même âge à peu près, etc. Le Old Boys Club, ça c'est connu et ça continue et ce sont des habitudes très difficiles à rompre, c'est normal, c'est humain.
En revanche, il y a quand même un certain nombre d'obstacles qui sont typiquement féminins. Par exemple, on pense à la modestie féminine. Donc les femmes ont beaucoup de mal à faire valoir leur réussite, ont tendance à minimiser leur succès au lieu d'en parler, au lieu de mettre de l'emphase sur leur branding personnel, se faire connaître, leur visibilité. Et donc, par rapport aux hommes, on fait piètre figure quand on travaille sur des grands projets d'envergure, par exemple, et qu'un homme, lui, dès qu'il a un succès, il en parle et tout le monde est au courant de ce qu'il a accompli. Alors ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre des hommes. Le réseautage, ça c'est une autre chose où les femmes ne sont pas assez présentes, assez fortes. Les hommes sont très bons à se rencontrer, à échanger, à penser les uns aux autres pour se donner des mandats, etc. Les femmes doivent travailler un petit peu plus là-dessus. Et puis, ce fameux syndrome de l'imposteur, ce sentiment de ne pas être prête, de ne pas être sûre d'elle. Les hommes ne l'ont pas, les hommes sont peut-être dans l'autre extrême, mais là encore, je pense que les femmes devraient améliorer ces éléments-là, parce que d'un autre côté, ce serait trop long d'énumérer toutes les qualités typiquement féminines qui font que nous arrivons à un conseil d'administration mieux préparé, que nous posons les bonnes questions, que nous apportons de la valeur, parce que nous voyons les choses différemment. Donc c'est en fait la complémentarité des talents. C'est pas que les femmes sont mieux que les hommes ou que les hommes sont mieux que les femmes, mais c'est que cette façon de voir les choses qui est différente, ensemble, on peut faire des choses merveilleuses. Parce que toi, Laurent, tu vas avoir des idées, tu vas avoir une facette du problème et la solution que tu as à suggérer. Ça va être très différent de ce que j'ai moi à suggérer. Donc, à nous deux, on est extrêmement forts. Donc, c'est pour ça qu'on milite pour la parité. Et c'est pour ça que les hommes aussi sont de plus en plus eux-mêmes des militants de la parité et des membres de la gouvernance au féminin. Parce que les hommes ont de plus en plus conscience de l'apport féminin. Des études ont démontré l'impact positif sur la performance financière des entreprises. Quand il y a plus de femmes dans les organes décisionnels, les entreprises ne s'en portent que mieux. Alors, des hommes PDG veulent eux-mêmes s'assurer de renforcer leur entreprise avec plus de femmes dans les organes décisionnels. Ce qui est intéressant, c'est que tu le sais, moi je suis passionné par tout ce qui touche autour de la connexion à soi, connexion aux autres, l'influence. Et en fait, tu me confortes dans ce que je crois, c'est-à-dire que notre capacité à connecter aux autres, notre capacité à avoir de l'influence, et le terme réseau qui est souvent mal perçu en France, pas beaucoup moins aux États-Unis, au Canada, finalement c'est clé dans le cadre d'un changement de vie, dans le cadre d'un poste supérieur. Et toi, tu as réussi dans ce domaine. Est-ce que tu aurais des conseils pour nos auditeurs qui ont peut-être des peurs, qui ont peut-être de la timidité, qui se sentent « mais je vais peut-être le déranger ou je vais peut-être la déranger ». Qu'est-ce que tu peux conseiller et qu'est-ce qui a fait toi ton succès ? Alors, je pense que ce qui est essentiel dans le réseautage, c'est de comprendre l'importance d'être dans le partage et dans l'échange et de ne pas être une de ces personnes qui n'est là que pour prendre parce qu'on les repère tout de suite et on ne les aime pas. Alors, ces gens qui viennent à un cocktail, à un événement ou autre et qui font le tour pour dire « moi, j'ai telle chose à vendre » ou « moi, je cherche tel genre d'emploi », c'est pas l'endroit. On est là pour apprendre à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, on se fait confiance. Et quand on se fait confiance, on a envie de travailler ensemble, on a envie d'être partenaires sur des projets, on a envie de s'aider les uns les autres. Et a priori, on a envie de voir les autres réussir également. Donc, vraiment important d'être dans cette approche de proposer également son aide à l'autre. Donc, pas toujours de demander. Également, très important de faire le suivi. Ça ne sert à rien de faire le tour de la soirée, de rencontrer plein de gens, de prendre plein de cartes d'affaires si on ne fait pas de suivi. Donc, apprendre à connaître vraiment ces gens par la suite et ne rien demander, pas tout de suite en tout cas. C'est vraiment intéressant parce que je pense que, contrairement à ce que beaucoup de personnes croient, on peut tous apporter quelque chose à une personne. Absolument. Caroline est peut-être dans la réussite, mais peut-être qu'elle est intéressée pour savoir où aller dans un club nautique en Espagne pour organiser un événement. Et moi, dans ce cas-là, je peux l'aider, alors que je pourrais aussi me dire, mais qui je suis pour aider Caroline alors qu'elle est déjà dans la réussite ? Donc je pense que vous pouvez tous aider quelqu'un, que ça soit pour savoir quel est le meilleur restaurant végétarien dans le coin. Donc je pense que c'est vraiment important ce qu'a dit Caroline. J'insiste parce que c'est le point sur lequel on est beaucoup avec leaderzen.com, la connexion. Vous pouvez apporter de la valeur et c'est clair que si vous êtes juste là pour
prendre, tu l'as dit toi-même, ça se sent. Sur la notion, maintenant, pour terminer, sur la notion d'influence, c'est-à-dire, parce que finalement, il y a un moment donné, il y a quand même des décisions qui font que tu passes ce que tu appelles, toi, ta couche de verre, c'est-à-dire, en gros, il y a des steps de hiérarchie. Tu m'expliquais à table que finalement, les femmes sont représentées à 50-50 à un certain stade de l'entreprise, mais que finalement, quand on arrive au stade, j'imagine, dirigeant, etc., là, on ne respecte plus tous les quotas. Il y a un espèce de plafond de verre, c'est ton expression. Moi, je pense qu'il y a une notion d'influence, notamment qu'est-ce qui fait que une femme arrive à avoir de l'influence et que, pam, la décision est prise. En fait, je pense que un des éléments essentiels, c'est le niveau de confiance en soi, l'assurance. C'est également de comprendre la politique dans une société. Donc souvent, les hommes arrivent à voir comment manœuvrer, les femmes moins. Donc ça, c'est un autre élément qui est essentiel. Et puis, il faut travailler. Il faut travailler fort, il faut travailler passionnément, il faut travailler sans arrêt. Ça, il n'y a pas de secret. C'est certain que nous, les femmes, nous sommes encore celles qui mettons les enfants au monde. Moi, j'ai élevé 2 enfants seuls qui sont maintenant adultes à l'université, mais ça n'a pas toujours été facile et qu'il y avait des moments de découragement, des moments où je me disais comment je peux faire pour vraiment aspirer à être vice-présidente de mon entreprise et en même temps m'occuper de mes 2 jeunes, le sentiment de culpabilité, tout ça rentre en ligne de compte. Il faut surmonter tout ça, il faut être très pragmatique, il faut vraiment s'assurer d'avoir des alliés de nos enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est connu que les femmes qui ont des postes exécutifs sont celles dont les filles réussissent le mieux et celles dont les fils sont le plus impliqués à la maison lorsqu'ils deviennent papas eux-mêmes. Alors avec ces données-là, ça conforte énormément dans le fait qu'on fait la bonne chose. On fait la bonne chose, on est en train de créer des citoyens responsables, des jeunes forts, et non le contraire. Quand certaines femmes pensent qu'il faut absolument rentrer à la maison pour préparer le plat de pâtes, ce n'est pas nécessaire. Il n'y a aucun enfant qui est mort parce qu'il a dû manger un bol de céréales et aller au lit tout seul. Évidemment, pas trop jeune, mais à partir de l'adolescence. Et au contraire, ça les pousse à mieux comprendre la contribution de maman, de papa dans la société. Merci à toi, Caroline. Si on veut te suivre sur c'est la gouvernanceauféminin.com .org.com.ca. D'accord. Tu peux juste expliquer peut-être pour terminer ce que vous faites. Je crois que vous organisez des événements. Je ne sais pas s'il y en a des prochains de prévus. Tu veux peut-être commenter ? Alors absolument, nous organisons des événements d'envergure qui permettent évidemment le réseautage d'une part et d'autre part qui donnent accès à des conférenciers et des conférencières de renom. Alors je mets l'emphase sur conférenciers également parce qu'il y a des hommes et des femmes qui viennent partager leur parcours. Généralement, les femmes vont parler du cheminement qu'elles ont suivi, de la clé de leur réussite et les hommes vont expliquer pourquoi leur entreprise ne se porte que mieux depuis qu'ils ont mis plus de femmes dans les organes décisionnels. Alors, le dernier événement était le mois dernier, au mois de septembre. Nous avions l'ancienne numéro 2 de l'ONU, la vice-secrétaire générale de l'ONU qui a travaillé pendant 8 ans avec Kofi Annan, Louise Fréchette, qui est une Québécoise, qui a parlé de son parcours. Elle siège maintenant sur un conseil d'administration à Paris, Essilor. Et Jean Charest, qui est l'ancien premier ministre du Québec, qui a énormément fait pour les femmes, qui a mis en place la loi qui prévoit l'équité salariale, qui a mis en place la loi qui prévoit la parité au sein des 22 sociétés d'État, des conseils d'administration des 22 sociétés d'État. Et le mois prochain, le 5 novembre prochain, au Ritz-Carlton de Montréal, nous recevons la première vice-présidente de la Banque mondiale, qui est une Française qui est basée à Washington. Son nom est Anne-Marie Leroy. Alors, elle nous fait l'amitié de se déplacer sur Montréal pour parler également de son parcours et comment une femme peut aspirer à des postes aussi élevés au niveau international. Écoute, merci beaucoup Caroline. Je vous invite à suivre Caroline Cozzi, la gouvernance au féminin. Facebook, LinkedIn. Voilà, Facebook, LinkedIn. Elle le mérite, que vous soyez homme ou que vous soyez femme, évidemment. Et puis, merci à vous. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube, à la chaîne Facebook. À bientôt. Merci encore à toi, Caroline. Merci, Laurent. Ça a été un plaisir.